Soyons clairs dès le départ. Lorsqu'une entreprise étrangère est condamnée pour avoir collecté et transmis des informations sensibles sur la sécurité et l'environnement économique d'un pays, il ne s'agit pas d'un simple litige commercial. Il s'agit d'un dossier de souveraineté. L'affaire Amarante International dépasse largement le cadre d'une société de gardiennage opérant à l'étranger. Selon les éléments révélés lors du procès, des rapports sécuritaires, des évaluations stratégiques et des données sensibles auraient été transmis à des entités extérieures, avec des soupçons de liens indirects avec d'anciens membres de la Direction générale de la sécurité extérieure. Si ces faits sont avérés, nous ne parlons plus d'une irrégularité administrative, nous parlons d'espionnage économique. Le mécanisme est simple. Dans l'économie mondiale actuelle, la perception est une arme. Un pays perçu comme instable attire moins d'investissements. Moins d'investissements signifie moins de croissance, moins de projets, moins d'influence. L'Algérie traverse une phase de repositionnement stratégique, diversification économique, nouveaux partenariats, grands projets structurants, volonté affirmée de renforcer son autonomie décisionnelle. Dans ce contexte, toute diffusion de données sécuritaires sensibles peut avoir un impact direct sur la confiance des investisseurs internationaux. Les lourdes condamnations prononcées par la justice algérienne envoient un message sans ambiguïté. La protection des données stratégiques est désormais une ligne rouge. La question centrale est donc la suivante. Avons-nous affaire à des initiatives individuelles isolées ou à un épisode d'un rapport de force plus large où l'information devient un outil géopolitique? Il ne s'agit pas ici d'alimenter une polémique, mais d'examiner des faits. Une entreprise étrangère opérant dans un secteur sensible. Des informations classifiées, collectées et transmises. Un verdict judiciaire sévère. Un contexte diplomatique déjà tendu entre Alger et Paris. Aujourd'hui, les conflits ne se limitent plus au champ militaire. Il se joue dans les flux d'informations, dans les rapports confidentiels, dans l'image projetée au marché financier. Dans ce monde, protéger son territoire ne suffit plus. Il faut protéger sa donnée, car la souveraineté moderne commence là. Cette affaire marque-t-elle un tournant durable dans les relations franco-algériennes ou révèle-t-elle simplement la réalité d'une guerre économique silencieuse déjà en cours ? Salut à tous, je suis Aïcha. Bienvenue sur Aïcha Analyse, votre espace pour décrypter la politique et les événements géopolitiques. Ici, nous révélons ce que les médias ne disent pas toujours et analysons ce qui se joue réellement derrière les coulisses. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Quand un simple rapport de sécurité devient une arme de déstabilisation économique, la guerre n'est plus du tout froide. Non, elle est bien là, sous nos yeux. Une guerre silencieuse, oui, où les données sont les munitions et les entreprises, des chevaux de Troie. Et c'est précisément le sujet du jour, l'affaire Amarante, l'espionnage qui jette un froid polaire sur l'axe Paris-Alger. Absolument. Le verdict est tombé, et il est d'une sévérité qui dépasse le simple cadre judiciaire. 20 ans de réclusion. C'est énorme. Pour une société de sécurité privée française, Amarante International, accusée d'espionnage à très grande échelle en Algérie. En fait, au-delà des personnes condamnées, c'est un message politique d'une rare violence. Un message avec un destinataire très très clair, Paris. Oui. Car il faut bien comprendre que derrière cette société privée, les juges algériens ont vu, et ils l'ont dit, l'ombre des services de renseignement français. La fameuse Direction générale de la sécurité extérieure. Exactement. Donc on ne parle pas ici d'une banale affaire de concurrence déloyale ou de vol de secrets industriels. Non. Ce qui a été jugé à Alger, c'est une opération de sabotage de l'économie algérienne. Une opération concertée. D'accord, mais restons sur les faits. 20 ans. 20 ans de réclusion, c'est une peine qu'on réserve à la haute trahison, au terrorisme. Oui, en général. On parle ici de rapports de sécurité, de données, certes, mais on n'est pas sur des secrets militaires. Alors, ma question est simple. En frappant aussi fort, est-ce que l'Algérie ne se tire pas une balle dans le pied ? C'est-à-dire ? Quel investisseur étranger aura envie de s'implanter dans un pays où une accusation d'espionnage économique vous envoie en prison pour 20 ans ? Pour l'attractivité du pays, le remède, aussi spectaculaire soit-il, ne risque-t-il pas d'être pire que le mal ? C'est toute la question, et c'est justement là que se trouve le cœur du raisonnement du tribunal algérien. La sévérité de la peine, elle est proportionnelle, non pas à la nature des documents volés un par un, mais à l'intention stratégique qu'il y a derrière. Et quelle est cette intention alors ? Ce ne sont pas des secrets de fabrication, comme vous le disiez. C'est quelque chose de bien plus insidieux. On parle de rapports de police très détaillés sur certaines régions, d'évaluations de sécurité interne à de grandes entreprises. Des cartes classifiées aussi, j'ai lu. Oui, des cartes classifiées de sites énergétiques, d'infrastructures critiques, des données qui relèvent de la sécurité nationale en fait. Donc des données purement étatiques. Exactement.
Et une fois que ces données sont collectées, qu'elles sont agrégées, puis transmises via des sociétés écrans à des entités étrangères, elles ne servent pas à gagner un appel d'offres, elles servent à construire une narrative. Une narrative, c'est-à-dire une fiction. Une histoire, pour faire peur. Une histoire qui a toutes les apparences de la vérité parce qu'elle est très documentée. La narrative d'un pays instable, au bord du chaos, où les infrastructures ne sont pas sûres, où la police est soi-disant débordée. Où l'investissement devient un pari suicidaire. Je vois. Voilà, c'est l'arme la plus redoutable de la guerre informationnelle. L'objectif n'est pas de voler une technologie. Non, c'est de saboter la confiance, de saper le moral, de détruire l'attractivité de toute une économie. La peine de 20 ans, c'est la réponse à ça, à ce que les juges ont considéré comme une attaque directe contre la souveraineté économique du pays. J'entends l'argument de la guerre informationnelle, d'accord, mais soyons pragmatiques 2 minutes. Un grand fonds d'investissement à Francfort, un industriel à Tokyo. Ils ne vont pas baser une décision d'investissement d'1 milliard de dollars sur un rapport qui a fuité. Si. Ils ont leurs propres analystes de risque, ils mènent des audits, ils envoient leurs équipes sur place. Est-ce que l'impact réel de ces manœuvres n'est pas un peu surestimé? Est-ce que le tapage médiatique autour de ce procès ne cause pas, au final, plus de tort à l'image de l'Algérie que les agissements d'Amarante? C'est tout le cynisme et la subtilité de la méthode. Cette information, elle n'est pas destinée à faire la une du New York Times. Bien sûr. Son efficacité, elle réside dans sa discrétion. Elle est distillée, goutte à goutte, dans les bons cercles, ceux qui comptent vraiment. Lesquels? Les analystes des agences de notation, par exemple, qui fixent la note souveraine d'un pays. Les assureurs qui évaluent les primes de risque pour les grands projets. Les cabinets de conseil qui rédigent les mémos pour les comités exécutifs. Ah oui. Le but, ce n'est pas de créer un choc, c'est de créer ce que les procureurs ont appelé une atmosphère d'insécurité et de méfiance. Une atmosphère persistante. C'est un poison lent. Un poison qui finit par influencer les décisions, même sans que les décideurs sachent précisément d'où vient l'info. Précisément, c'est l'accumulation de signaux faibles, négatifs, qui finit par faire pencher la balance. Et pour répondre à votre question, ce qui nuit à l'image du pays, ce n'est pas la condamnation, c'est le crime. La preuve ultime de l'intention de nuire, c'est qu'Amarante a continué ses opérations en toute illégalité. C'est ça qui est fou. Après avoir reçu une décision administrative de fermeture en décembre 2023, ils ont tout simplement ignoré la loi algérienne. Cette obstination à opérer dans l'illégalité, au mépris d'une décision souveraine, ça ne ressemble plus à une entreprise qui a fait une erreur, mais bien à une opération clandestine. Tout à fait. Ce qui nous ramène à l'implication des services français. On évoque la présence d'anciens officiers de la DGSE, c'est la formule consacrée pour ne pas accuser frontalement l'État français, mais en frappant si fort, Alger ne joue-t-il pas avec le feu? Le risque d'une escalade diplomatique avec un partenaire historique, même si les relations sont complexes, est réel, non? Pour Alger, la ligne rouge a été franchie. Le silence n'était plus une option. La justice algérienne a été très claire, elle a qualifié les faits d'ingérence directe des services secrets étrangers dans les affaires internes. Les mots sont forts. Très forts. Ne pas réagir ou réagir faiblement aurait été perçu comme un aveu de faiblesse, une acceptation. Ce verdict, c'est un message de fermeté absolue qui dit « Nous défendrons notre souveraineté économique avec la même férocité que notre souveraineté politique ». Mais ça s'inscrit, j'imagine, dans un contexte plus large, une histoire plus tendue entre les deux pays. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de méfiance. Absolument. Il faut replacer cet événement dans son contexte. Ce n'est pas un incident qui sort de nulle part. Côté algérien, on perçoit ça comme l'aboutissement d'une longue série de tentatives, disons, de déstabilisation économique déguisée. Une forme d'influence néocoloniale, si on veut utiliser les grands mots. C'est une perception très ancrée. On a vu dans le passé des campagnes de presse à des moments clés de négociation, des notations de risque jugées partiales. C'est une vieille méthode qui prend aujourd'hui une nouvelle forme, celle de l'intelligence économique offensive. Donc ce verdict n'est pas seulement une décision de justice, c'est un acte politique. Il signifie que les règles du jeu ont changé. Le message est « Ne tentez plus de nous affaiblir économiquement ». En substance, oui. Le message semble avoir été envoyé avec force. Mais une fois la porte de la prison refermée, le problème de fond, il est toujours là. Un verdict, c'est dissuasif, d'accord, mais ça ne colmate pas les brèches. Ce n'est pas une défense en soi. Non, bien sûr que non. Alors concrètement, comment un État et surtout ses entreprises stratégiques peuvent se protéger contre ce type d'espionnage sophistiqué? Comment on protège ces données sans tomber dans le piège de l'isolationnisme? C'est le défi majeur. Et la réponse ne peut pas être seulement répressive, elle doit être structurelle. Pour moi, elle repose sur 3 piliers. Allons-y.
Le premier, c'est un renforcement et une modernisation du contre-espionnage économique. Il ne s'agit plus de surveiller les ambassades, mais de cartographier les réseaux d'influence dans le monde des affaires. C'est-à-dire auditer toutes les sociétés étrangères, mettre un agent derrière chaque consultant. Ça paraît irréaliste, non? Et même contre-productif. Non, non, pas du tout. Il s'agit d'une vigilance beaucoup plus poussée pour les entreprises qui opèrent dans les secteurs sensibles. La sécurité, bien sûr, mais aussi le conseil en stratégie, les nouvelles technologies, l'énergie. Savoir qui est vraiment derrière. Exactement. Savoir qui sont leurs vrais actionnaires, pas seulement les prête-noms. Quels sont leurs liens, passés et présents, avec des appareils d'État. C'est un travail de renseignement en amont pour ne pas découvrir le problème une fois que les dégâts sont faits. D'accord, un meilleur filtrage à l'entrée. Le deuxième pilier. Le deuxième pilier est technologique. Il faut imposer des normes de cybersécurité et surtout de souveraineté des données beaucoup plus strictes. C'est-à-dire, où sont stockées les données? Voilà. Où sont stockées ces données ? Sur des serveurs en Algérie ou à l'étranger? Qui y a accès? Sous quelle juridiction elles sont placées? La donnée économique stratégique, que ce soit un plan de forage pétrolier ou le fichier client d'une banque publique, doit être traitée comme un secret défense. Mais la meilleure forteresse numérique du monde ne sert à rien si la faille est humaine. Si les infos sont données volontairement ou par négligence par des employés. Vous mettez le doigt sur le troisième pilier, et c'est sans doute le plus crucial et le plus complexe à mettre en place. Lequel? Développer une véritable culture de la sécurité de l'information au sein des entreprises et des administrations. Concrètement, ça veut dire quoi? Des formations sur le phishing pour tout le monde, des sanctions si on perd sa clé USB, on risque de créer une ambiance de paranoïa généralisée. Le risque existe, mais l'alternative est pire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'hygiène informationnelle. J'aime bien l'expression. De la même manière qu'on apprend à se laver les mains, il faut apprendre les gestes de base pour protéger l'information. Ça passe par la sensibilisation. Faire comprendre à un ingénieur, à un cadre, à un fonctionnaire que le rapport anodin qu'il manipule tous les jours, mis bout à bout avec d'autres, peut devenir une arme. Une arme redoutable. Oui. Il faut que la conscience du risque irrigue toute la chaîne hiérarchique. La défense la plus efficace, elle commence toujours de l'intérieur. En somme, traiter l'information économique comme un trésor national. Ce qui nous amène à une réflexion plus large. Finalement, cette affaire amarante ne serait-elle pas le symptôme d'une nouvelle forme de conflit? Une guerre froide économique, où la data est le nouveau champ de bataille? Et où les sociétés de conseil ou de sécurité sont les nouvelles troupes d'influence, les nouveaux mercenaires. Exactement. Et dans ce conflit d'un nouveau genre, la question qui se pose est de savoir si certaines puissances, héritières d'empires passés, n'ont pas encore tout à fait accepté une chose. Laquelle? Que la souveraineté économique de leurs anciennes sphères d'influence est devenue, au XXIe siècle, un acquis absolument non négociable.